Les aventures de David Balfour. Mes aventures débutèrent un matin de juin, en l'an de grâce 1751, lorsque pour la dernière fois, je fermai à double tour la porte de la maison paternelle. Monsieur Campbell, le pasteur, m'attendait à la porte de son jardin. Il m'accompagna un bout de chemin et me confia une lettre. Après le décès de votre mère, lorsque votre père est tombé malade, il m'a dit ceci. Après ma mort, remettez cette lettre à mon fils et envoyez-le au château de Shawes, non loin de Cramond. C'est là que je suis né et c'est là qu'il doit retourner. La lettre portait ces mots à Ebenezer Balfour de Shawes, en son château de Shawes, pour lui être remise par mon fils, David Balfour. Cet homme était donc de ma famille. Ma stupéfaction passée, mon cœur battit violemment à la pensée de l'avenir grandiose qui s'ouvrait ainsi devant un garçon de 17 ans, fils d'un directeur d'école de village. Cramond est à côté d'Édimbourg. Vous devriez y être en 2 jours de marche. J'espère que vous serez bien reçu et que vous deviendrez un grand personnage. Mais si ce n'est pas le cas, sachez que ma porte vous sera toujours ouverte. M. Campbell me remet une petite Bible ainsi que l'argent de la vente des livres et du mobilier de mon père. Il était très ému lorsqu'il me souhaita bon voyage et me quitta. Malgré son chagrin, je ne pouvais m'empêcher d'être heureux de quitter ce paisible coin de campagne pour m'en aller vers une grande maison animée, chez des nobles riches et respectés de mon nom et de mon sang. L'après-midi du 2e jour, j'arrivai à la paroisse de Cramond et demandai le chemin du château de Shawes. Mais la plupart des gens que j'interrogeais avaient des haut-le-corps et passaient leur chemin. Ceux qui acceptaient de me répondre proféraient de vagues accusations ou manifestaient des mouvements de colère. Lord Ebenezer de Shawes semblait faire l'unanimité contre lui, et je fus tenté de retourner sur mes pas. Mais je venais de faire une longue route, et je décidai d'aller jusqu'au bout de ma destination, que je découvris bientôt. C'était un grand bâtiment massif, isolé dans une prairie au fond d'une vallée. Le paysage était magnifique et les champs prospères. Mais le château lui-même semblait une ruine lugubre. Aucun chemin n'y conduisait. Aucune fumée ne montait de ses cheminées. Et il n'y avait aucune trace de parc. Je restai longtemps à le contempler, puis le soleil se couchant, je me décidai enfin à en approcher. Beaucoup de fenêtres n'avaient pas de carreaux. Tout était à l'abandon. J'avançai prudemment. J'entendis un bruit d'assiette entrechoquée et une petite toux sèche, mais pas un bruit de voix, pas un aboiement de chien. Une faible lueur éclairait une pièce du rez-de-chaussée. Mon cœur battait à tout rompre lorsque je frappai à la porte. Un silence absolu me répondit. Je frappais encore. Rien. Enfin, je tapais des pieds et des poings contre la porte et j'appelais à grands cris. « Eh oh! Eh oh! Oh !» Un homme en bonnet de nuit et armé d'un tromblon se pencha à la fenêtre du premier étage. « Qu'est-ce que c'est ?» J'apporte une lettre pour monsieur Ebenezer Balfour de Shawes. Je m'appelle David Balfour. » L'homme tressaillit. « Est-ce que votre père est mort ?» Je suis resté bouche bée et il conclut. « Oui, il est mort. Et voilà pourquoi vous venez démolir ma porte. Je vais vous faire entrer. » Et il disparut de la fenêtre. C'était un individu sans âge, au dos rond, aux épaules étroites et au visage terreux. Il portait une robe de chambre sur une chemise en loques et il ne s'était pas rasé depuis longtemps. Je fus extrêmement surpris et déçu d'apprendre que c'était lui, Lord Ebenezer de Shawes, et qu'il était le frère de mon père. Il lut la lettre. « En venant ici, vous avez sans doute quelque espérance. » Ah, j'avoue qu'en apprenant que j'avais des parents à leur aise, j'ai nourri l'espoir d'en être secouru. Mais je ne suis pas un mendiant. Et je ne veux aucune faveur qui ne me soit accordée spontanément. J'ai des amis qui seront très heureux de me venir en aide. Ta 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 ta. Ne vous fâchez pas. Nous nous entendrons très bien. L'oncle Ebenezer me fit partager son porridge. Puis sans allumer ni lampe ni chandelle et en s'avançant à tâtons, il me conduisit à ma chambre.
Les lumières dans une maison, je n'aime pas ça. Il m'abandonna dans une chambre glaciale et humide et m'y enferma. Je ne savais trop si je devais rire ou pleurer de cette situation, mais j'étais épuisé et je m'endormis. Le lendemain, je tambourinai à la porte et mon geôlier vint me délivrer. Il m'offrit un déjeuner frugal, me posa quelques questions sur mes parents, puis il me promit de m'aider à poursuivre mes études. Mais tout dans son attitude et ses regards me montraient bien que ma présence le dérangeait. Je lui proposai à maintes reprises de repartir, mais il insista pour me garder. Quand vint le soir, il me donna une petite somme d'argent que, dit-il, il avait mis de côté à ma naissance. Mais je ne sais pourquoi, je sentis qu'il me mentait. Puis il me demanda, en échange, de l'aider à tenir la maison et son bout de potager. Commençons tout de suite. Voici la clé de la tour qui est au bout de la maison. On n'y accède que de l'extérieur. Allez-y, et descendez-moi le coffre qui est en haut. Il contient des papiers. Puis-je avoir de la lumière, monsieur? Non, pas de lumière dans ma maison. Mais l'escalier est-il bon? Excellent. Tenez-vous au mur, car il n'y a pas de rampe. Le vent gémissait au loin. Je longeai le bâtiment et parvins à la porte de la tour. Lorsque j'y entrai, un éclair illumina le ciel sans qu'il y eût le moindre coup de tonnerre. Puis les ténèbres se refermèrent instantanément. Je tâtonnais, le mur était lisse. Les marches étaient régulières et solides. J'avançais, le cœur battant dans l'obscurité la plus totale. J'avais déjà monté plusieurs étages, mais il me semblait en avançant que l'escalier devenait plus aéré et légèrement plus éclairé. Je me demandais quelle pouvait être la cause de ce changement lorsqu'il y eut un deuxième éclair de chaleur. Ce que j'entrevis alors me pétrifia, car l'éclair avait brillé de toutes parts à travers les fissures de la muraille. Non seulement j'escaladais un échafaudage à jour, mais quelques marches plus haut, il n'y avait plus que le vide. En pensant au danger que je venais d'éviter, mon corps se couvrit de sueur et mes membres se dérobèrent. Assurément, mon oncle avait voulu m'envoyer à la mort. Le vent s'était levé et le tonnerre s'était mis à gronder lorsque, furieux, je vins le retrouver. Il me tournait le dos et buvait un verre d'eau-de-vie. J'abattis mes deux mains sur ses épaules et criai « Ah !» Il poussa un cri inarticulé et tomba sur le carreau évanoui. Je devais me procurer une arme avant qu'il ne reprenne connaissance. Je trouvai un poignard rouillé et le cachai dans mon gilet. Puis je revins à mon oncle et lui donnai les soins nécessaires. Il respirait difficilement et ne put répondre à mes questions sur son comportement. « Je vous dirai tout demain, aussi vrai que je vais mourir. » Je l'enfermai dans sa chambre, puis je m'endormis. Le lendemain matin, je libérai mon oncle et m'apprêtais à l'interroger quand on frappa à la porte. C'était un mousse du nom de Ransom qui apportait un message d'un certain capitaine Hoseason. Mon oncle m'en fit prendre connaissance. « C'est le capitaine d'un brick de commerce et je suis en affaire avec lui. Je dois aller le voir, accompagnez-moi. Et nous irons ensuite chez le notaire, Monsieur Rankyler. Après ce qui s'est passé hier, vous ne croirez sans doute rien de ce que je vous dirai, mais vous croirez cet homme. Il est très respecté dans le pays et de plus, il a connu votre père. » J'hésitai un instant, craignant quelques pièges, et puis l'envie de découvrir un port d'embarquement fut la plus forte, et j'acceptai. Nous retrouvâmes le capitaine Hoseason dans une chambre de l'auberge de Queen's Ferry. C'était un homme grand, basané, à l'air sévère. Je m'étais promis de ne pas perdre de vue mon oncle, mais lorsqu'il me proposa de sortir prendre l'air, tandis qu'il discuterait avec le capitaine, je ne pus résister à mon envie de voir la mer. Je me promenai donc un moment le long du port, puis revint à l'auberge, d'où mon oncle et le capitaine sortaient. Ce dernier m'adressa un grand sourire. « Monsieur Balfour m'a dit de vous le plus grand bien, et je serais heureux de vous connaître. Venez donc prendre un verre à bord de mon brick. » Craignant un piège, je refusai son invitation. Mais il me prit par le bras et me glissa à l'oreille. « Méfiez-vous du vieux renard, il vous veut du mal. Venez à bord, je pourrai vous parler. » Nous étions arrivés au canot. J'y montai sans résistance car je croyais avoir trouvé un ami et j'étais curieux de visiter un navire.
Le canot se dirigea vers le brick. J'étais ravi de ce nouveau mode de locomotion et ébahi par la taille du navire, le murmure que faisait la marée contre ses flancs et les cris joyeux des matelots au travail. Dès que nous fûmes rangés le long du brick, O'Season me fit monter en premier avec lui. J'avais à peine pris mon équilibre que je vis le canot s'éloigner de nous avec mon oncle à son bord. Je m'agrippais au bastingage. « Au secours! Au secours !» Mon oncle me jeta un regard cruel. Je n'en vis pas davantage. Des mains vigoureuses m'arrachèrent du bastingage, puis je reçus un coup et tombai sans connaissance. Je revins à moi dans l'obscurité, souffrant beaucoup. Mains et pieds liés, malade et prisonnier dans le ventre de cet infâme navire. J'étais désespéré, plein de remords de ma naïveté et plein de rage contre mon oncle. Je restai là plusieurs jours. Puis on me transporta dans le gaillard d'avant. Je fus heureux de me retrouver dans la société des hommes. Le gaillard d'avant était assez spacieux et tout entouré de couchettes. Comme la mer était calme, le panneau était ouvert et un ray de soleil m'éblouissait délicieusement. Je restai là plusieurs jours et je recouvrais la santé. Ransom, qui était au service des officiers et couchait dans la dunette, venait parfois me voir. Le second officier, M. Schwann, devenait violent dès qu'il avait bu et battait souvent le pauvre garçon. Par lui, j'appris que nous voguions vers le Pacifique, où mon oncle avait projeté de me faire vendre comme esclave. Un soir, un murmure courut dans tout le gaillard d'avant. « Schwann l'a eu cette fois !» Et j'aperçus en haut de l'échelle 2 matelots portant le malheureux Mousse dans leurs bras. Mon sang se figea dans mes veines, en voyant son visage pâle comme de la cire. Au même instant, le capitaine O'Season arriva. « David, vous allez prendre la place de Ransom. Allez vite à l'arrière !» La dunette où j'allais désormais coucher et servir était élevée de 6 pieds au-dessus du pont. Elle était meublée d'une table, d'un banc et de 2 couchettes. Une pour le capitaine et l'autre pour les 2 seconds, alternativement. Elle contenait en outre le meilleur des vivres et de la boisson, ainsi que la totalité de la poudre et des armes à feu. Un vasistas au plafond l'éclairait pendant la journée. Mon rôle consistait à servir à boire et à manger. La nuit, je dormais dans une couverture, à même le plancher. Monsieur Schwann était trop accablé et hébété par son crime. Il me laissa en paix. Le capitaine et l'autre officier, Monsieur Riach, qui s'efforçait sans doute d'apaiser leur conscience, n'étaient pas durs avec moi. Mais l'atmosphère dans la dunette était lourde et sombre. L'après-midi du 10e jour, un brouillard blanc et opaque tomba sur nous. On n'y voyait pas d'une extrémité du brick à l'autre. Je flairais le danger et j'étais inquiet. Vers 10 heures du soir, le navire heurta quelque chose avec fracas et des cris de détresse retentirent. Nous avions coulé une barque et un seul homme en réchappa que le capitaine reçut dans la dunette. Il était petit mais bien bâti et vif comme une chèvre. Son visage exprimait la franchise, mais il était tout grêlé de petites vérolles. Reçu par le capitaine, il déposa sur la table une paire de beaux pistolets à crosse d'argent et je vis qu'il portait une longue épée au côté. Il était écossais, mais avait un uniforme français. C'était en fait un jacobite, c'est-à-dire un partisan de Charles-Édouard, prétendant catholique au trône d'Angleterre et soutenu par le roi de France contre Georges II. J'allais en France. Un vaisseau français croisait par ici afin de m'emmener. Nous l'avons perdu dans ce brouillard. Si vous acceptez de me déposer, je paierai votre peine. Il montra sa ceinture pleine d'argent. Cet argent ne m'appartient pas. Il est pour notre cause. Je ne peux donc vous en donner qu'une partie. 30 guinées sur la côte ou 60 si vous me déposez dans le Loch Line. D'accord pour 60 guinées. Le capitaine me demanda de servir à manger aux jacobites et me laissa seul avec lui. J'avais devant moi un homme dont la vie était compromise pour des motifs politiques. Et quelles que fussent mes opinions, je ne pouvais le regarder sans un vif intérêt. Ainsi, vous êtes jacobite? Oui. Et vous, j'ai idée que vous seriez plutôt un Whig. Un Whig est un partisan du roi George, ce que j'étais par mon éducation. Mais je ne voulus pas le désobliger et je répondis entre les deux. Alors vous n'êtes rien du tout. Dites-moi, monsieur, entre les deux, cette bouteille est vide. Je sortis donc sur le pont pour demander les clés de la réserve. Le brouillard était toujours aussi dense. Et lorsque je m'approchai, j'entendis le capitaine et les 2 officiers comploter l'assassinat du jacobite. Ma première idée fut de fuir. Ma seconde fut plus hardie. Capitaine, le gentilhomme demande à boire. Voulez-vous me donner la clé?
En me voyant, M. Riach s'écria « Voici notre meilleure chance de mettre la main sur les armes à feu. Écoutez, David, cet homme est un ennemi juré du roi George, que Dieu bénisse. L'ennui, c'est que toutes nos armes se trouvent sous son nez. Si nous allions les chercher, il se méfierait. Mais un garçon comme vous peut facilement escamoter un pistolet ou deux. Si vous faites cela, nous en tiendrons compte quand nous arriverons à la Caroline, et vous aurez votre part du butin. » Je promis de faire ce qu'on me demandait et retourner à la dunette avec les clés. Que faire? Ces gens étaient des voleurs et des assassins. Ils m'avaient enlevé. Et ils avaient tué le pauvre Ransom. Et j'avais peur. Que pouvait un homme et un adolescent, fussent-ils braves comme des lions, contre tout l'équipage d'un navire? En voyant le Jacobite manger tranquillement, ma résolution fut aussitôt prise. Je lui racontai tout et lui proposai mon aide. Il me tendit la main et se présenta. « Mon nom est Stewart, mais on m'appelle Alan Breck. Moi, je suis David Balfour, de Shaw's. Nous préparâmes notre défense et nos armes. Combien sont-ils? 15. Tant pis, nous les affronterons. Je fus chargé de surveiller le vasistas. Alan Breck ferait face à la porte. Ceux du pont avaient attendu mon retour avec une impatience croissante et bientôt le capitaine parut à la porte. Alan pointa son épée vers lui. « Halte !» Le capitaine ne sourcilla pas. « Une épée nue. Singulier remerciement de mon hospitalité. Regardez-moi. J'ai eu des rois pour aïeux. Je porte un nom de roi. Et mon épée a tranché les têtes de plus de Whigs que vous n'avez d'orteils à vos pieds. Appelez votre vermine à votre suite, monsieur. Plus tôt commencera la lutte, plus tôt vous goûterez de cet acier au travers du corps. » Le capitaine me lança un regard mauvais. « Je m'en souviendrai. » Et tandis qu'il disparaissait, je frissonnais de tous mes membres. Nous n'eûmes pas longtemps à attendre, car nous entendîmes bientôt une ruée de pas et de hurlements. C'est M. Schwann qui affronta Alan en premier. Mais le duel fut de courte durée et le Jacobite lui passa son épée au travers du corps. D'autres hommes jaillirent en criant et je perçus le bruit d'une chute étouffée sur le toit au-dessus de ma tête. Le carreau du vasistas vola en éclats et un homme passa au travers. Je tirai et il roula sur le plancher avec un affreux gémissement. Un autre homme s'engagea. Je m'emparai d'un autre pistolet et fis feu. Il vint s'abattre sur le premier. Ensuite, tout fut confus. L'épée d'Alan était sanglante et je tirai de tous côtés. Enfin, les matelots survivants et blessés s'enfuirent avec des hurlements. 4 corps jonchaient la dunette. Nous étions victorieux et sans une blessure. Alan me prit dans ses bras. « David, je vous aime comme un frère. » Il coupa un des boutons d'argent de son habit. « Je les ai eus de mon père, Duncan Stewart. Et je vous donne celui-ci en mémoire de ce combat. Partout où vous irez, faites voir ce bouton. Et les amis d'Alan Breck seront tout à vous. » Et il sortit les corps de la dunette en sifflotant. La nuit tombait, et nous fîmes le guet à tour de rôle dans la dunette. Mais les bandits n'osèrent pas réapparaître. Au matin, les clameurs des goélands qui pêchaient à grands cris alentour du navire nous indiquèrent que nous avions dérivé fort près d'une des îles Hébrides, au large de l'Écosse. En fin de journée, le capitaine demanda à parlementer et apparut le bras en écharpe, la mine pâle et défaite, et l'air si vieux qu'il me fit pitié. L'avenir du brick l'inquiétait. « Il n'y a plus assez d'hommes pour le manœuvrer, mon premier officier est mort. Il ne reste parmi nous personne de familier avec cette côte et elle est très dangereuse pour la navigation. » Pour avoir été souvent pris et déposé sur cette côte, Alan en connaissait la configuration. Il accepta de guider le capitaine, notre intérêt commun étant de sauver le brick. La nuit n'était pas trop mauvaise. Mais soudain, le brick s'éleva au sommet d'une lame et le capitaine désigna une sorte de fontaine jaillissant sur la mer, au clair de lune. Aussitôt après, nous entendîmes un rugissement sourd. Une deuxième fontaine jaillit vers le sud. Le capitaine était sombre. Je ne connais pas ces récifs. Et j'ai perdu mon meilleur marin. Alan réfléchissait. Ils occupent 10 000 d'étendue. Mais je crois me rappeler que l'eau est plus libre vers la terre. Le capitaine donna aussitôt ses ordres à l'homme de bar et envoya Riach au mât de misaine. Dès qu'il fut installé, il cria « Dans le sud, la mer est pleine de brisants !
semble plus libre vers la terre. Ossizon se tourna vers Alan. « Eh bien, monsieur, nous allons essayer votre route. Priez Dieu que vous soyez dans le vrai. » À mesure que nous approchions de la pointe, les écueils se multipliaient. Les appels de M. Riach nous faisaient sans cesse modifier notre course. Soudain, le flux s'empara du brick et lui déroba le vent. Les voiles retombèrent inertes et le navire fut emporté contre un récif. Les lames déferlèrent sur nous, tandis que nous entendions le brick se disloquer. Tous les hommes valides accoururent vers le canot de sauvetage, tandis que les autres me perçaient le cœur en nous suppliant de les secourir. Je criai à Alan, « Quel est le pays dont nous apercevons la côte ?» « Le pire qui soit pour moi, le territoire des Campbell. » Puis soudain, une lame souleva le brick et le laissa retomber sur le flanc. Et je fus projeté dans la mer. Je m'enfonçai et remontai à plusieurs reprises avant de pouvoir me cramponner à une pièce de bois. Mais déjà le brick était trop loin pour qu'on pût entendre mes cris et me secourir. Je ne savais pas nager, mais en lançant des coups de pied, je m'aperçus que j'avançais. L'exercice était rude et mes progrès terriblement lents, mais au bout d'une heure, je parvins au rivage. Je n'avais jamais vu un endroit si désert et lugubre. Pendant toute la nuit, je n'osais m'asseoir pour me reposer, de peur de mourir de froid. Au matin, je grimpais sur une colline. On ne voyait plus trace du brick ni du canot. Je n'osais penser à ce qui était advenu de mes compagnons. La fatigue, mes habits mouillés et mon estomac qui criait famine me tourmentaient. Pour comble de malheur, j'avais perdu dans le naufrage la presque totalité de l'argent que je conservais dans mes poches. Je partis à la recherche d'une maison où je pourrais me réchauffer et peut-être avoir des nouvelles de ce que j'avais perdu. Mais nulle part je ne trouvais trace d'hommes ou de bétail. Au bout de quelques heures, je réalisais que j'étais sur une petite île déserte, séparée du continent par un bras de mer, étroit par endroits, mais impossible à traverser puisque je ne savais pas nager. De l'autre côté, j'apercevais une fumée qui semblait s'échapper d'une habitation. Pour ajouter à mon désespoir, au lieu du soleil qui, en se levant, aurait séché mes habits, la pluie se mit à tomber et dura tout le jour. L'île était trempée comme une éponge. Impossible d'y découvrir un endroit sec. Et quand je couchais cette nuit-là, entre deux blocs de rochers qui formaient une sorte de toit, mes pieds trempaient dans une flaque. Ce cauchemar dura 3 jours. Je me nourrissais uniquement de coquillages crus et j'en étais écœuré. Le 4e jour, la pluie cessa et un petit bateau de pêche vogua au large de Montroc. Je criais en agitant les bras « Ohé! Ohé !» Les pêcheurs se mirent à rire sans s'arrêter ni se rapprocher de moi. Ils me crièrent quelque chose en gaélique dont je ne compris que les mots « marée basse ». Je partis en courant vers le petit bras de mer qui me séparait du continent. Il était à présent réduit à un mince filet d'eau que je traversais en courant. Je pris pied sur l'île principale avec un cri de joie. Un garçon élevé au bord de la mer ne serait pas resté prisonnier de cette île un jour entier, et moi, par pure sottise, j'étais resté exposé au froid et à la faim durant près de 100 heures. Je ressemblais à un mendiant. Je pouvais à peine marcher, et je souffrais beaucoup de la gorge. Je me dirigeais tant bien que mal vers la fumée que j'avais vue si souvent de l'île. J'y arrivais vers 6 heures du soir. Un vieil homme fumait sa pipe au soleil. Grâce au peu d'anglais qu'il savait, il m'apprit que mes compagnons étaient arrivés à terre, sains et saufs, et qu'ils avaient mangé chez lui. « Vous êtes sans doute le garçon au bouton d'argent ?»« Mais oui. Je suis chargé de vous dire que vous devez rejoindre votre ami dans son pays, près de Torosay. » Puis il me fit entrer, et son épouse posa devant moi un pain d'avoine, un coq de bruyère froid et du punch. Je pouvais à peine croire à mon bonheur. Et leur maison, bien qu'elle fût obscurcie par la fumée de la tourbe, me fit l'effet d'un palais. Il était près de midi le lendemain lorsque je repris la route. J'étais en fait sur l'île de Mull, et je devais rejoindre le continent à Torosay, qui se trouvait à l'autre extrémité. Tout au long de ma route, je rencontrais beaucoup de gens qui grattaient leurs misérables carrés de terre, mais aucun ne parlait anglais et ne put m'indiquer mon chemin. Je m'égarai donc à plusieurs reprises et mis 4 jours pour atteindre ma destination. À Torosay, je pris le service régulier de bateau pour rejoindre le continent.
Le patron s'appelait Neil Roy Macrob. Et je savais que le clan des Macrob se rattachait à celui d'Alan. Aussi, je le pris à part et lui montrai le bouton d'argent. L'homme avait reçu des instructions pour me guider et il m'indiqua les étapes à franchir. Le deuxième jour, je fis connaissance avec M. Hunderland, un petit homme trapu, catéchiste de son état et fort sympathique. Nous fîmes un bout de route ensemble. Il semblait, sinon soutenir, du moins respecter les Jacobites, et il me parla d'Alan Breck, que je fis mine de ne pas connaître. Il est ici aujourd'hui et là demain, un vrai chat de bruyère. C'est le bras droit de James Stewart, le capitaine du clan. Il est hardi et dangereux, mais c'est un homme respectable. Leur pire ennemi à l'heure actuelle, c'est Colin Campbell, qu'on surnomme Renard Rouge. C'est l'agent du roi. Avec l'aide des soldats, les habits rouges, il déloge les Highlanders les uns après les autres et il leur vole leurs terres. Tôt ou tard, il se fera tuer. Alan Breck m'avait déjà parlé de Renard Rouge et je savais la haine qu'il éprouvait pour cet homme. Nous étions arrivés chez M. Hunderland et il me proposa de m'héberger pour la nuit. Le lendemain, je repris mon chemin. Je me trouvais bientôt dans un bois de hêtres, sur le flanc d'une montagne abrupte. Je m'assis pour manger du pain d'avoine que m'avait offert M. Hunderland. Je perçus alors le bruit d'une troupe d'hommes et de chevaux. Peu après, au tournant de la route, 4 voyageurs parurent. Le chemin était étroit et ils marchaient en file. Le premier était un grand gentleman à cheveux rouges. Je lui demandai mon chemin et compris aux remarques de ses compagnons que j'avais devant moi Colin Campbell et qu'ils étaient suivis par une troupe de soldats. Au même instant, un coup de feu partit d'un peu plus haut sur la colline et Colin Campbell tomba mort. Ses compagnons s'empressèrent autour de lui et je me précipitai à la poursuite de l'assassin. C'était un gros homme vêtu de noir qui fuyait à une faible distance. « Par ici, je le vois !» Mais à ce moment, en bas sur le chemin, les compagnons de Renard Rouge s'écrièrent « Attrapez ce garçon! C'est un complice! Il nous a tendu un piège !» Les soldats étaient arrivés et se mirent à ma poursuite. J'étais stupéfait et outré qu'on me soupçonnât d'un tel crime. Je restais pétrifié. Quand une voix toute proche murmura « Cachez-vous ici, derrière les arbres ». J'obéis, sans bien savoir ce que je faisais, et découvris Alan Breck, debout, une canne à pêche à la main. À cet instant, des balles sifflèrent entre les arbres. Alan ne s'attarda pas en civilité. « Venez !» Ce fut une course mortelle. Mon cœur semblait prêt à éclater, et je n'avais ni le temps de réfléchir, ni le souffle pour parler. Enfin, Alan se laissa tomber dans les fougères, et je m'abattis à ses côtés. Je repris mon souffle, mais ne relevai pas la tête. Je venais d'assister à un assassinat. Alan, je vous aime beaucoup, mais il faut nous séparer. Vos voix ne sont pas les miennes. Ce Campbell est là-bas, couché dans son sang. Alan fut abasourdi et se sentit insulté. Monsieur Balfour de Chauce, si je devais tuer un gentleman, ce ne serait pas dans mon propre pays, afin d'attirer des ennuis sur mon clan. Et je ne me trouverai pas sans armes, avec une canne à pêche sur l'épaule. Je jure que je n'ai eu ni dessein, ni rôle, ni acte dans cette chose. J'en rends grâce à Dieu. Maintenant, nous n'avons pas de temps à perdre. Je vais me retrouver impliqué dans cet assassinat et vous aussi pour complicité. Je ne crains pas la justice de mon pays. Comme si c'était votre pays. C'est toujours l'Écosse. Ami, vous m'étonnez parfois. C'est un Campbell qui vient d'être tué. Le procès aura lieu dans la capitale des Campbell, avec 15 Campbell sur le banc du jury. Et le plus gros Campbell de tous pour juge. J'avoue que je suis effrayé. Allons, David, nous sommes dans les Highlands. Et quand je vous dis de courir, croyez-moi, courez. C'est sans doute dur de se cacher et d'avoir faim dans la bruyère, mais c'est plus dur encore d'être bouclé dans une prison d'habits rouges. De quel côté allons-nous fuir? Vers Édimbourg, dans les Basses-Terres, votre pays. Cela me rassura. J'étais impatient de retourner chez moi et de prendre ma revanche sur mon oncle. À la nuit tombante, nous arrivâmes à la maison de James Stewart. Alan siffla 3 fois. Puis nous nous approchâmes. James Stewart était un bel homme d'une 50aine d'années. Il était très préoccupé. La mort de Colin Campbell donnerait lieu à des représailles, et il craignait pour les siens. On nous donna des armes, des munitions,
et des provisions. Dès le lendemain, nos têtes seraient mises à prix. Il nous fallait donc repartir aussitôt. La première nuit fut pour moi un calvaire. Nous courions à quatre pattes dans les bruyères, et épreuve terrible entre toutes, nous dûmes traverser un rapide en sautant sur des rochers glissants d'embrun. À l'aube, nous nous réfugiâmes en haut d'un rocher qui formait comme une cuvette, et Alan prit le premier quart. Il pouvait être 9 heures lorsqu'il me réveilla en me plaquant la main sur la bouche. Chut. Il me fit signe de lancer un coup d'œil par-dessus le rebord du roc. Le soleil était haut et le ciel sans nuages. Dans la vallée, les habits rouges avaient dressé un campement. Des sentinelles se promenaient de tous côtés. Qu'allons-nous faire? À rester ici et rissoler. Et de fait, nous dûmes rester sous un soleil de plomb tel des châtaignes sur la poêle, tandis que des sentinelles patrouillaient parmi les rocs. Ce fut infernal. Vers 2 heures, il y avait un peu d'ombre sur le flanc du rocher qui restait invisible aux soldats. Nous nous y laissâmes glisser, en priant pour que personne ne vienne de ce côté. Nous demeurâmes là quelques heures sans bouger, anéantis. Vers la fin de l'après-midi, les soldats s'étaient éloignés vers la rivière. Il fallait saisir la chance. Nous glissâmes d'un roc à l'autre, tantôt rampant à plat ventre dans l'ombre, tantôt galopant dans l'intervalle. Les jours qui suivirent ne furent pas plus glorieux. Nous dormions peu et mal, nous souffrions de la faim et de la soif, nous étions aux aguets. Le mois d'août touchait à sa fin lorsqu'Alan m'annonça « Nous venons de franchir la limite des Highlands. Nous revoilà dans votre pays. » À l'entrée de Cramond, nous nous séparâmes. Je voulais rendre visite au notaire, M. Rankelar, et nous convînmes de nous retrouver à la nuit tombée à l'entrée du village. M. Rankelar douta d'abord de mon identité. Mais je lui contai mon histoire, et il fut d'autant plus vite convaincu que M. Campbell, le pasteur de mon village, avait fait des démarches quelques semaines plus tôt pour me retrouver. Votre oncle a reconnu vous avoir vu. Il a déclaré vous avoir remis une somme importante, et que vous étiez parti en Europe. Vous vouliez, paraît-il, rompre avec votre passé. Cela paraissait peu vraisemblable, mais nous n'avions pas de preuves. Quelques jours plus tard, M. O'Season a débarqué. Il a raconté le naufrage et votre noyade. M. Rankelar nous raconta l'histoire de mon père et de son frère, Ebenezer. Les deux jeunes gens tombèrent amoureux de la même jeune fille, mais elle choisit d'épouser votre père. Votre oncle se sentit humilié et en fit un drame tel que votre père, qui était l'aîné, voulut le consoler en lui offrant son titre. Lui et votre mère vécurent donc pauvres. Votre oncle, qui avait honteusement accepté ce marché, se trouva riche, mais rejeté de tous. L'argent fut sa seule consolation. Il était par nature égoïste, il le devint plus encore. Quelle est ma position dans cette affaire? Le domaine est à vous, sans conteste. Peu importe ce que votre père a signé. Mais un procès est toujours chose coûteuse et un procès de famille, chose scandaleuse. Ce qu'il faudrait, c'est prouver l'enlèvement. Eh bien, monsieur, voici mon idée. Je lui développai mon projet et lui parlai d'Alan. Le soir même, nous allâmes bras dessus bras dessous le retrouver et il accepta de nous aider. Dix heures avaient sonné lorsque nous arrivâmes en vue du château de Shawes. M. Rankelar et son clerc se dissimulèrent avec moi à l'angle de la maison et Alan alla frapper à la porte. Mon oncle parut à la fenêtre du premier étage, son tromblon à la main. « Qu'est-ce que c'est? Je suis venu vous parler de David. » Mon oncle tressaillit. « Je descends !» Et il referma la fenêtre. Il mit longtemps à descendre l'escalier et plus longtemps encore à déverrouiller la porte. « Souvenez-vous que j'ai un tromblon. Si vous avancez d'un pas, vous êtes mort. Dites-moi ce qui vous amène. » Eh bien, je suis un gentilhomme des Highlands. Et le comté de mes amis n'est pas loin de l'île de Mull, où un certain navire fit naufrage. Ils y ont trouvé un jeune homme à demi noyé et l'ont enfermé dans un vieux château en ruine. Lorsqu'ils ont découvert qu'il était votre neveu, ils m'ont demandé de venir discuter avec vous à son sujet. Une bouche supplémentaire à nourrir est une cause de dépense.
Je me soucie peu de lui. Faites-en ce que vous voudrez, je ne paierai rien. Bien. Nous allons donc le relâcher. Ah, mais non, eh bien, je suis prêt à payer une certaine somme. Bon. Causons de cette somme. Qu'aviez-vous donné à O'Season la première fois? À O'Season? Et pourquoi? Pour enlever David. C'est un mensonge. Voyons, sinistre crapule. O'Season et moi, nous sommes associés. Et c'est lui qui m'a parlé. Nous partageons les bénéfices. Je veux savoir s'il m'a volé. Eh bien, je lui ai donné 20 livres. Mais il devait vendre le garçon, et le prix de la vente était pour lui. Monsieur Rankelor sortit alors de l'ombre. Merci, j'en ai assez entendu. Bonsoir, monsieur Balfour. Je sortis à mon tour. Bonsoir, oncle Ebenezer. Mon oncle resta pétrifié. Alan lui retira son tromblon et monsieur Rankelor poursuivit. Ne vous laissez pas abattre, monsieur Balfour. Nous ne vous ferons pas des conditions trop dures. Dans la nuit, tout fut conclu. Et mon oncle s'engagea à me rendre mon titre et à payer les 2 tiers nets du revenu annuel de Shaw's. Ainsi, j'étais de retour chez moi, riche et portant un nom. Je ne pus dormir de la nuit et rester jusqu'à l'aube à contempler les lueurs du feu et à faire des plans d'avenir. Le lendemain, M. Rankelor me remit une lettre. Elle ouvre un crédit à votre nom à ma banque d'Édimbourg, ainsi vous pourrez aider votre ami. Alan et moi quittâmes le château. Nous cheminions avec lenteur. L'idée que nous allions devoir nous quitter nous obsédait l'un et l'autre. Nous avions résolu qu'il resterait caché dans le comté tandis que je lui trouverais un embarquement sûr. Lorsque la ville nous apparut au loin, nous comprîmes que nos chemins se séparaient là. Alan me répéta ce qui avait été convenu entre nous, l'heure et le lieu où je pourrais le retrouver chaque jour, et le signal par lequel je m'annoncerais. Nous restâmes un moment à regarder Édimbourg en silence. Puis, il me tendit la main. Allons, au revoir. Au revoir. Aucun de nous ne regarda l'autre en face. Et je partis sans me retourner, le cœur serré. Devant moi, la ville d'Édimbourg m'attendait.